Katanga 1962. Ombre sur l'indépendance. Mercenaires, manœuvres diplomatiques et la guerre qui couvait. En juillet 1962, dans le bureau confidentiel de l'ONU à Elisabethville, un rapport circule. Il évoque une armée katangaise en apparence puissante, 25 000 hommes, mais à peine 1000 réellement capables de combattre. Les officiers africains, fraîchement revenus de l'école militaire d'Arlon, apprennent à s'adapter. Le général Norbert Moka et le colonel Michel Kibwe tentent de les déployer, mais les troupes restent tribalisées, indisciplinées et terrifiées par les armes lourdes. Ils sont 350. Des Belges, des Français, des Sud-Africains, des Portugais, payés jusqu'à 100 000 francs par mois, avec des indemnités en cas de décès. Le 12 juillet, ils disparaissent soudainement d'Elisabethville, craignant une opération de l'ONU. Max Gaspol, pilote néo-zélandais, reste introuvable. Le nom du colonel Gardi, ancien de l'OAS, circule. Les mercenaires refusent toute hiérarchie unifiée. À Puemto, seul un commandant mixte semble fonctionner. Un commandement mixte. À Kongolo, 3000 soldats Baluba, mal entraînés, sont encadrés par une dizaine de mercenaires. À Kiwapa, 60 mercenaires en tenue civile forment la colonne vertébrale militaire. À Puerto, les officiers belges prennent le commandement, les Africains obéissent. À Kamina, les forces du chef Kasongo Mwendo s'allient aux mercenaires. Le Nord Katanga devient un échiquier stratégique où chaque ville cache ses propres alliances. Le Katanga possède des avions DC-3, Fouga Magister, Dornier 28, mais peu sont opérationnels. L'aviation est masquée derrière Aviatech, une compagnie civile. Les pilotes sont des volontaires blancs, les mécaniciens des mercenaires. En juin, des avions sont proposés pour des missions médicales. En réalité, ils servent à transporter des armes, parfois depuis l'Angola ou la Rhodésie. Le ciel katangais devient un théâtre de guerre déguisé. Monongo et Kimba négocient avec les Portugais en Angola. En échange d'un apaisement tribal, ils demandent des bases aériennes, du stockage d'armes et un soutien portugais en cas de guerre. Le carburant arrive discrètement de Kitwe à Kipushi. Les camions franchissent la frontière. Les routes sont surveillées. Le Katanga tisse sa propre toile diplomatique, loin des regards de Léopoldville et de l'ONU. Depuis mars, les mercenaires forment les troupes africaines à la guérilla. À Kipushi, Kolwezi, Jadotville, les embuscades sont préparées. Des mines sont posées sur les chemins de brousse. Les armes sont enterrées. Les soldats mal disciplinés mais rusés évitent les affrontements directs. Les quartiers généraux sont déplacés. Les radios s'activent. Le Katanga se prépare à une guerre de l'ombre. Le moral est bas. Le soldat africain fuit, déserte, se réfugie chez les Baluba. Mais dans la brousse, ils se battent avec acharnement. Des officiers improvisent des plans, écoutent des conseillers sans expérience. Le but, ralentir l'ONU, tendre des pièges, éviter l'affrontement direct. Une guerre psychologique s'installe, où chaque route peut devenir un piège mortel. En juillet 1962, le Katanga n'a pas encore sombré dans la guerre totale. Mais tout y mène. Les mercenaires, les armes, les alliances secrètes. L'ONU observe et hésite. Tchombe nie tout. Moulongo rassure. Mais dans les coulisses, les préparatifs s'intensifient. Le Katanga devient un volcan prêt à exploser. Et l'histoire retiendra les noms, les dates, les silences. L'histoire a surtout retenu le fait que la volonté manipulée par l'extérieur, notamment les anciennes puissances coloniales, de disséquer la RDC, en commençant par le Katanga, sa partie la plus juteuse en matière de
ressources minières de l'époque en 1962 n'a pas abouti selon les plans de ceux qui ont mis en place ce schéma macabre pour le Congo. Aujourd'hui, en 2025, le Congo reste un pays uni. Une unité certes fragile, puisque sous une mosaïque de plusieurs tribus, mais une unité qui appelle à notre devoir patriotique en tant que fils et filles du Congo à préserver, à protéger à tout prix. Suivez-nous pour le